Bonjour à tous, je suis Tim Guillois, le fondateur de Mindhunters. J'ai le grand plaisir de vous accueillir sur le podcast vidéo Mindset, le levier crucial de la réussite des dirigeants et de leur entreprise, présenté par Mindhunters et par Pause B Film. Bienvenue. Alors aujourd'hui, j'ai le grand privilège d'accueillir Jean-Marie Le Thor, qui est le patron de la cybersécurité de Microsoft France. Jean-Marie, bienvenue. Merci beaucoup de t'être déplacé pour nous rencontrer aujourd'hui dans ces beaux locaux près de Bastille, où nous allons parler du dîner presque parfait, qui est le talent, son mindset, l'entreprise et la culture, et comment faire le dîner presque parfait entre ces 4 personnes. Donc je vais te poser un certain nombre de questions, et l'idée c'est d'avoir vraiment au fil de ta carrière des éclairages sur ces sujets qui pour nous sont absolument cruciaux dans la réussite de ta carrière, mais aussi dans la réussite de ton entreprise actuelle. Merci beaucoup Tim. Écoute, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui pour ce podcast. Je suis ravi de partager un petit peu mes expériences et ce que j'en ai appris. Et puis, je trouve que le sujet du mindset est très important. Donc, échangeons ensemble, c'est une très bonne opportunité. Bah écoute, merci beaucoup. Alors, je vais commencer par la première question qui est évidente. Est-ce que tu peux te présenter pour exprimer un peu mieux qui tu es à ceux qui nous écoutent ? Écoute, volontiers. Alors, comme tu l'as dit, aujourd'hui, je dirige à peu près depuis un peu moins de 2 ans la business unit de cybersécurité de Microsoft sur le marché français. Auparavant, j'ai eu une carrière, je dirais, biface. J'ai travaillé pendant 15 ans dans le métier du consulting, chez les grands cabinets américains, et au milieu, j'ai eu une aventure entrepreneuriale où j'avais créé avec d'autres associés un cabinet. Et puis ensuite, j'ai basculé dans l'industrie, où j'ai rejoint le groupe Thales, donc grand groupe français Aerospace et Defense, où j'ai appris le métier de la cybersécurité pendant 10 ans à peu près, un peu moins, 9 ans, avant de rejoindre Microsoft. Donc, une partie consulting, une partie industrielle. Donc ça, c'est ma facette, on va dire, professionnelle. D'accord. Et puis à titre personnel, j'ai 2 enfants, 2 grands garçons de 16 et 18 ans. Et je partage mon temps libre entre ma femme, ma famille, mes enfants, le sport. J'ai commencé le triathlon il y a 6 ans maintenant. Ok. Et je continue à avoir cette discipline d'entraînement. Et à côté du sport, j'essaye laborieusement d'apprendre le piano, donc j'essaye de jouer le soir un peu pour me détendre. Très bien. Voilà. Et tu es breton, si je me souviens bien. Oui, ma mère est de Quimper, donc je suis à moitié breton par ma maman, effectivement. D'accord, très bien. En écoutant ce que tu dis sur ta carrière, j'ai plusieurs questions qui me viennent à l'esprit. Quel a été ton switch, la raison de ton switch du conseil à l'industrie? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur particulier? Après 15 ans dans le consulting, où j'étais devenu associé, à l'époque j'étais chez EY, j'étais sur le secteur des télécoms, la grande question c'était, finalement, est-ce que c'est le bon moment de se remettre en question, de prendre un rôle opérationnel dans une industrie technologique de pointe? J'ai eu cette très belle opportunité de rejoindre le groupe Thales, où je suis arrivé comme vice-président en charge de la stratégie sur la cyber, où humblement, il fallait quand même apprendre un nouveau métier, apprendre une nouvelle culture, apprendre une nouvelle technologie, et c'est ce que j'ai fait. Et je trouvais que la remise en cause était vraiment plus intéressante que de continuer le long fleuve, qui n'était pas tranquille, mais le long fleuve dans les télécoms et dans le consulting. Je comprends. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont marqué au sein de ta carrière plus particulièrement, et pourquoi ? Ah oui, je pense qu'on en parlait tout à l'heure, arrivé à un certain âge, les rencontres sont très importantes. Et ce qui meut, au sens mouvoir l'individu, c'est peut-être la richesse des rencontres et de ce qu'on apprend en sachant écouter et apprendre des autres, c'est très important. Il ne faut pas être dans un prisme fermé. Il y a plusieurs personnes qui m'ont marqué. Les fondateurs du cabinet que j'ai rejoint, qui s'appelait Greenwich Consulting, qui dirige aujourd'hui une partie de EY Consulting en France et aux États-Unis, ont été des entrepreneurs très inspirants, avec beaucoup d'audace, qui m'ont poussé à oser faire des choses et à apprendre. C'est un premier point important. Et puis ensuite, chez Thales, j'ai vu des dirigeants industriels de très haut vol, avec une maîtrise des sujets techniques et stratégiques très, très puissante. C'est quand même c'est des très belles rencontres, c'est des très bons apprentissages.
Et désormais, je suis dans le monde de la tech américaine avec, Oui. on en parlera tout à l'heure, un prisme différent qui est très complémentaire. Oui. D'accord, d'accord. Ok, super, super. Alors, je vais commencer par la première question assez simple. Quelle est pour toi, Jean-Marie, ta définition personnelle du mindset? Alors, j'ai réfléchi avant ta question. Et puis, alors, ma femme a une passion, c'est la photographie. Ok. Et finalement, en réfléchissant, je me dis, le mindset, c'est comme une focale d'un appareil photo. C'est le prisme ou la focale à travers laquelle tu vois la vie. En tout cas, c'est ma définition. Donc, D'accord. ce prisme, ça te permet d'appréhender les situations d'une certaine façon. Donc, les rencontres, les difficultés, les challenges, ton travail, tes amis. Donc, pour moi, le mindset, c'est ce prisme à travers lequel tu vis ta vie. Et comme en photographie, tu peux avoir une focale ouverte ou fermée. Ok, ok. Si tu as une focale fermée, tu as un mindset fermé. Ce qu'en anglais, on appelle fixed mindset. Et si tu as une focale ouverte, un grand angle, je pense que l'image parle d'elle-même, tu es ouvert sur les autres, ça veut dire que tu vas être plutôt prêt à capturer ce qu'on t'offre. Je comprends. Moi, mon mindset, c'est plutôt ça. Et donc, je suis plus à avoir une focale ouverte pour se nourrir de ce que l'environnement, l'écosystème nous apporte. D'accord, ok, très bien. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Moi, je parle du filtre Instagram, de la façon dont on voit la vie, de manière un peu plus marketing et en riant certaines fois. Donc, on est tout à fait en phase. Alors, et maintenant, ce qui est important, c'est concrètement comment ton mindset à toi, Jean-Marie, t'a fait évoluer dans ta carrière, t'a fait faire des choix X, Y ou Z et t'a fait arriver à aujourd'hui à qui tu es. Et quand je dis qui tu es, pour moi, le perso et le pro sont toujours indivisibles. Un père de famille heureux, un patron dans une boîte chez un GAFA. Comment ton mindset t'a fait arriver aujourd'hui à qui tu es et bien dans tes pompes, heureux, rayonnant et avec toujours la furieuse envie de rencontrer des gens, quoi. Bah, je pense, ce à quoi je suis attaché, c'est d'être toujours humble, déjà, premier point. Et ça fait partie du mindset. Donc, cette humilité qui va t'amener à te dire, OK, pour bien performer, il faut que, déjà, j'écoute. Ouais. Donc, je suis beaucoup dans l'écoute active. D'accord. Et avec cette humilité de dire, OK, qu'est-ce que je peux apprendre? Donc, on dit ça beaucoup chez Microsoft, eager to learn. C'est-à-dire, c'est vraiment cette permanence, cet effort permanent de dire, OK, qu'est-ce que je peux apprendre des autres? Comment je peux m'appuyer sur les autres? Avoir aussi cette humilité de dire, je ne sais pas tout seul. Oui. Au contraire. Mais tu as toujours été comme ça? Ou tu as évolué au fur et à mesure? À 18 piges, tu étais comme ça? J'ai toujours été comme ça, je pense plutôt, ouais. Et ça vient d'où, tu sais? Je pense qu'il y a une partie d'ADN. Ouais, d'idées. D'idées, aussi d'éducation donnée par les parents. Ouais. Et je suis beaucoup dans le travail sur soi-même, dans l'effort et dans la résilience de l'effort et dans cette ouverture d'esprit en disant il faut en permanence continuer à se former pour avoir un bon niveau de jeu. Mais ça peut être dans ton travail, ça peut être dans le sport. Donc la notion d'entraînement, il faut entraîner le muscle, il faut développer la capacité. Ça peut être en cuisine, on en parlait. Donc si tu as ce mindset de volonté d'apprendre et donc d'ouverture à ce que les autres peuvent t'amener, je pense que tu progresses plus vite. Ok. On est dans l'inné là, Jean-Marie. Je pense qu'il y a de l'inné, mais l'inné ne suffit pas. C'est l'inné qui doit s'enrichir des rencontres et des expériences. Donc je reboucle sur la rencontre avec les gens. Reposer que sur l'inné, c'est un raccourci trop court, je pense. La limite, c'est que si tu n'as pas un mindset ouvert, tu vas refuser l'opportunité d'apprendre à la rencontre des autres. Donc je pense qu'il faut avoir une base d'inné qui vient se patiner, un peu comme qui vient mûrir, maturer des rencontres, des formations, des échecs, des difficultés. Et étape par étape, on enrichit le mindset, on enrichit les compétences, on enrichit la façon d'interagir avec les gens, et c'est ça qui est super important. Et je pense que c'est une clé importante pour réussir à évoluer dans une carrière. Ok, donc ça veut dire par exemple que ton mindset t'a permis de switcher de EY à Greenwich, par exemple, ou ensuite de se dire j'en ai marre du monde du conseil et j'ai envie d'aller dans l'industrie pour avoir quelque chose de plus concret et je suis prêt à prendre le risque avec mon salaire bien payé, mes équipes et j'ai fait mes preuves à faire le switch, c'est ça? Exactement. Et très honnêtement, en arrivant chez Thales en 2014,
ok, je venais d'un cabinet en conseil, management et stratégie, donc j'avais cette compétence stratégique. Là, je suis rentré comme vice-président en charge de la stratégie sur la cybersécurité. Pas mal. Super, mais il était très important d'être capable d'appréhender qu'est-ce que la cybersécurité, qui est une matière difficile. Il fallait être lucide sur les limites que j'avais, être capable de s'entourer avec les bons directeurs techniques, des experts vraiment très pointus qui existent chez Thales, et c'est admirable. Et de reconnaître que je ne savais pas, d'apprendre à leur contact, de leur demander de m'expliquer, et ensuite d'être capable d'avoir le rôle, j'ai fini comme DG opérationnel d'un secteur, d'une division, de les amener à me suivre. Et donc, pour gagner cette crédibilité aussi, je pense qu'il est important de reconnaître qu'on ne sait pas, de demander de l'aide, de confier des missions à ceux qui savent. Et c'est comme ça que tu les emmènes le mieux. Donc, mon rôle, c'était plus d'orchestrateur. J'allais dire chef d'orchestre. Voilà, orchestrateur, fédérateur, et de montrer la voie et réussir à fédérer les collaborateurs pour les emmener dans la bonne direction. C'est ça le rôle du dirigeant. Et le mindset joue énormément. Très bien. Et le dernier switch entre Thales, où tu avais une superbe position, un très beau job, et Microsoft, qui sont quand même deux boîtes très différentes, tu t'es fait chasser, comme on dit dans le jargon peut-être. Oui, il y avait une opportunité. Ouais. Et avec derrière le raisonnement qui était accroché, c'est-à-dire ça m'intéressait déjà moi à titre personnel pour ma carrière, encore une fois de remettre en cause, parce que Thales est un industriel qui vend une offre de services en cybersécurité. On faisait des services de détection des cyberattaques et de ce qu'on appelle rémédiation donc, des attaques. Et Microsoft est un éditeur de logiciels. Donc, c'était cette première curiosité intellectuelle de basculer et de découvrir le monde des GAFAM en tant qu'éditeur de logiciels. Donc, c'est un business model différent, c'est une technologie différente, c'est un métier différent. Ça fait beaucoup de choses différentes. Hein. Voilà. Donc ça, c'était le premier driver. Et ensuite, ce qui était très séduisant, c'est la culture d'entreprise que j'ai découvert, mais dès les premiers entretiens chez Microsoft. Alors, avant peut-être de parler de ça, je vais te demander la question suivante, parce que tout est lié. Dans notre dîner presque parfait, quelle est ta définition de la culture d'entreprise ? La culture, pour moi, c'est les valeurs qui sont définies par l'entreprise pour incarner sa mission. Et puis, c'est aussi les valeurs que l'on souhaite retrouver au quotidien, vivantes, incarnées par l'ensemble des collaborateurs. On a tendance à dire, chez Microsoft, tous les Microsofties, mais mondialement, hein, quand même partagent les mêmes valeurs. Et ces valeurs-là, ce n'est pas juste un poster sur un mur, elles sont incarnées, elles sont suivies, elles sont incitées du recrutement à l'accueil, donc le onboarding, à ta vie au quotidien et dans tes évaluations semestrielles, c'est aussi suivi. Donc la culture, c'est l'incarnation vivante des valeurs de la boîte qui doit fédérer un état d'esprit. Et je pense que la culture, elle est réelle. Quand tu rencontres des collaborateurs d'une entreprise, tu te dis, il y a une signature. Tiens, ça me dit quelque chose. Ouais. Tiens, ils ont tous le même mindset, ils ont tous la même façon d'appréhender, de me parler, de m'écouter, de me servir. Nous, on dit pas vendre quelque chose à un client, on dit servir un client. C'est différent. Même le mot est important. Ouais, donc, ce qui est important, si je reformule, c'est de l'incarnation au quotidien avec des actions concrètes. Exactement. Et pas les valeurs qui sont affichées sur le mur ou sur le site. Voilà. Je pense que c'est assez facile de définir ces valeurs. Ça demande un travail, mais après de les définir, c'est relativement facile. De les faire vivre, de les respecter et d'inciter, d'inviter ses collaborateurs à les développer. Ça demande du courage managérial. Ça va parfois être un peu plus difficile à vivre, il faut les respecter.
Mais le bénéfice à moyen terme, il est bien plus fort. D'accord. Beaucoup plus fort. Donc on est plutôt sur un bénéfice qui va être à moyen terme qu'à hyper court terme, si je t'entends bien. Ok. Donc maintenant qu'on a bien compris ta définition de la culture, est-ce que justement tu peux nous parler, on a parlé de Thales, on a parlé des autres boîtes, mais commençons d'abord par ta société actuelle, par Microsoft. C'est quoi la culture de Microsoft? Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Est-ce que tu peux rentrer un peu dans le dur? Alors, il y a un premier pilier fondamental. J'utiliserai le mot anglais, c'est le growth mindset. Donc, c'est cette culture de la croissance ou de la remise en cause. Ça, c'est fondamental chez Microsoft, notamment depuis l'arrivée de Satya Nadella. Et c'est pas par hasard, c'est que Microsoft a 50 ans, a eu des très hauts, mais a eu aussi des moments plus durs. On a perdu des parts de marché importantes face à Apple, Google, Amazon. Et il a fallu réagir. Et le management de Microsoft a fait le constat qu'on était vraisemblablement trop certains de nos convictions. Pas assez de remise en cause, pas assez d'ouverture, trop d'arrogance. Et on l'a assumé. Et ça a été écrit et ça a été dit. Et qui s'en est rendu compte ? Le top management, donc je pense au niveau de Satya Nadella, Okay. et tout le top management, ce qu'on appelle la Senior Leadership Team. Okay. Et on a fait ce travail sur nous-mêmes et on a distillé ces valeurs dans l'ensemble des pays de Microsoft mondialement. On est plus de 200 000 collaborateurs. Ouais, quand même. Hein. Où désormais, la culture et le mindset, c'est donc grosse mindset. Ça veut dire toujours se remettre en question, démontrer une volonté d'apprendre, savoir écouter, savoir prendre les feedbacks en permanence, que ce soit de nos clients, que ce soit des collaborateurs, ou que ce soit des managers vers les collaborateurs. En permanence, il y a une culture du feedback, comme on peut retrouver un peu dans le consulting, mais encore plus poussée, et qui est vécue au quotidien. Et ce growth mindset, c'est le premier pilier du mindset de la culture de Microsoft, auquel va s'ajouter aussi diversité et inclusion, qui sont très très importants. Et si on challenge, est-ce que c'est juste un buzzword, est-ce que c'est du marketing ou pas ? De toutes les boîtes que j'ai faites, c'est la boîte où j'ai trouvé le plus de diversité. D'accord, donc c'est pas un buzzword. C'est pas un buzzword. Il y a une diversité de genre, de culture, de nationalité, de religion, de sexe, de respect des diversités qui est incroyable. Ce qui fait qu'au quotidien, c'est surtout le mérite du collaborateur qui est évalué et mesuré, et non pas ses acquis ou son diplôme ou son parcours académique, comme on aurait pu le voir dans certains grands groupes français. D'accord. Et cette diversité, pourquoi ? C'est parce que on a cette ambition de servir l'ensemble des clients du monde. Oui. C'est ça l'ambition de Microsoft, c'est d'équiper, grâce aux nouvelles technologies, l'ensemble des, ce qu'on dit, toutes les pièces de la maison. Je comprends. Et pour comprendre l'ensemble des populations, des clients, des typologies, il vaut mieux avoir une équipe diverse que des clones. Oui, donc on est la diversité pragmatique au service Exactement. Du business, et pas parce que il faut être comme ceci ou comme cela. Elle est pragmatique au service du business et parce que, et ça Kathleen Hogan, notre EVP RH, l'avait expliqué à Harvard Business Review, c'est que de plus, il est démontré qu'une équipe diverse performe mieux en sens de créativité, oser faire différemment, oser amener des nouvelles façons de travailler, penser d'une façon qu'on a vue ailleurs. Si tu prends tout le temps des gens qui viennent des mêmes formations, très très bonnes, académiques, des mêmes méthodes de raisonnement, tu reproduis quand même. Il y a trop d'entre-soi. Bien sûr. Si tu challenges ça avec la diversité, ça peut piquer au début. Ça peut être un peu même gênant, de dire mais c'est très différent, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais je comprends. Chez nous, on s'autorise pas à couper la parole à quelqu'un. Ok, c'est très cliché, mais on s'autorise pas. Chacun peut s'exprimer. En tant que manager, tu es invité à faire en sorte que la parole circule et que tout le monde s'exprime. C'est ton rôle. Tu es évalué là-dessus. C'est qu'en tant que manager, moi, d'une business unit, 50% de mon rôle, c'est sur le développement des hommes. 50%, c'est sur l'atteinte du chiffre d'affaires. 50% dans tes KPI, dans mes évaluations personnelles. Incroyable. Et si je sous-estime l'effort ou si je n'investis pas assez dans le développement de mes collaborateurs, je suis défaillant par rapport à mes objectifs.
Waouh. C'est important. Waouh. Donc, tu nous as dit dans les piliers, tu nous as parlé du growth mindset, tu nous as parlé de la diversité, et il y en avait un troisième? Tu parlais d'inclusion ou tu le mets à l'intérieur? Diversité et inclusion. Okay. Et le troisième, mais qui est plus commun, c'est l'obsession pour le client. D'accord. Voilà, je n'élaborerai pas ici, c'est moins sur le mindset, mais c'est vraiment, nous, on est centré sur le client. Sur le client, voilà. Ok, très bien. Et est-ce que tu peux nous donner justement donc, des exemples concrets? Là, tu as commencé à nous en donner, mais la première fois qu'on s'est rencontrés, j'avais été, pas sidéré, mais hyper intéressé de, justement, ça allait jusqu'à la culture s'exprimait par des KPI de rémunération. Exactement. Tu en parlais un peu tout à l'heure, mais je te laisse un peu développer parce que c'est passionnant. Souvent, on nous dit, ouais, mais alors, est-ce que c'est juste un buzzword, c'est du marketing, ou comment vous mesurez vraiment le respect de ces valeurs et le développement de ce mindset? Il y a 3 éléments que je peux citer. Dans le recrutement, dans la phase de recrutement, si vous n'avez pas le bon mindset, si ça ne colle pas aux valeurs et à cet esprit de curiosité, d'ouverture, que vous soyez un très bon technicien, un très bon vendeur, un très bon ingénieur, vous ne serez pas recruté. Ok. C'est aussi important que les hard skills. Ok. Premier point. Donc, dès le recrutement. Ensuite, pendant toute ta carrière chez Microsoft, on va te rappeler qu'il y a 3 critères sur lesquels ta performance est évaluée. C'est ta performance individuelle sur ton métier. Pour les sales ou pour tout le monde? Pour tout le monde. Ok. Du COMEX au plus-value. Ta performance individuelle, ce qui sera un tiers de ton évaluation qualitative, ce qu'on appelle chez nous, ça s'appelle le CBI, Contribution Based Incentive. Donc, un tiers de ta note quali, c'est ta performance sur ton métier. À toi. Ok. Un tiers, c'est as-tu démontré que tu as appris des autres? C'est le learn from others. Un tiers de la note. Incroyable. Même pour un sales? Oui. Incroyable. Et learn from others, ça veut dire ne réinvente pas la roue, ne travaille pas tout seul. Va échanger avec ton père, avec un collègue, demande-lui comment il a fait. Apprends de sa victoire ou de son échec. Réutilise ce qu'il a fait. Éprouve-le. Et comment on le mesure ça? C'est mesuré dans les évaluations tous les 6 mois par des feedbacks 360, par des participations à des équipes transverses où on va collecter des témoignages et à chacun de démontrer comment il s'est appuyé sur les autres pour learn from others. Donc ça, c'est ton deuxième pilier. Et le troisième, c'est pareil, extrêmement innovant, help others. Comment tu aides les autres? Pour un GAFA, ça paraît surprenant sur le papier, mais... Et alors, je vais te donner, on en avait parlé, je vais te donner une anecdote. Donc, j'arrive chez Microsoft. Il y a combien de temps déjà? Presque 2 ans, là. D'accord. Et puis, première semaine, je prends mon poste, donc je dois découvrir cette boîte, ses outils, ses process, c'est gros. Et puis, les collaborateurs de mes équipes ou même d'autres départements viennent me voir proactivement, tous les jours, en me disant « Jean-Marie, bonjour, je m'appelle X ou Y. Moi, je travaille sur tel domaine, où je dirige telle activité, je travaille sur tel compte. Si je peux t'aider sur tel truc, je sais que c'est difficile quand on est nouveau, n'hésite pas, on peut prendre 15 minutes. » C'est pas mal. Tous les jours. Des gens différents, tous les jours qui viennent proactivement. Te voir. D'accord. Et ça, c'est le help others. Ok. Je ne l'ai pas vécu dans une autre boîte. Jamais. Oui, Et le soir, je rentre, je dis à ma femme, ils sont quand même très sympas. Alors, rien n'est... On pourrait dire, oui, mais c'est calculé. Oui, c'est le système de rémunération. C'est pour cocher la case du help others. Ouais. Peut-être, certainement. N'empêche qu'au quotidien, dans ton entreprise, tu as ce mindset où les gens sont naturellement ouverts, souriants et vont te proposer de l'aide. Oui, c'est peut-être parce que c'est une valeur de la boîte, mais il y a un bénéfice d'ambiance et d'accélération de la montée en compétences qui est énorme. Incroyable. C'est incroyable. Et je trouve ça génial. Je trouve ça hyper agréable. Je préfère, moi, à titre perso, dans mon ADN, être dans un environnement comme ça, positivement orienté, que d'être dans un environnement où les gens sont un peu plus dans la souffrance, ou ont une charge soit intellectuelle ou mentale sur les épaules, un peu lourde, un fardeau. Chez nous, les gens sont positively inclined. Et ça fait partie de la culture, c'est super agréable, quoi.
Et est-ce que tu as d'autres exemples? Ça, c'est hyper intéressant. Concrètement, tu arrives la première semaine et tous les gens viennent te voir dans ton bureau ou presque. Est-ce que tu as d'autres exemples concrets ou, par exemple, un rapport d'étonnement que tu as fait? Quels étaient les points clés dans ton rapport d'étonnement pour montrer qu'on attache vraiment de l'importance à ce mindset, à ce growth mindset, au bout d'un an, je fais les revues de performance des collaborateurs. Donc, je dirige toutes les équipes commerciales. Et un de mes meilleurs commerciaux avait largement dépassé son objectif de vente, plus de 230%. Donc, mathématiquement parlant, il est éligible à une très bonne part variable. Oui. Mais ça, c'est uniquement, tu te souviens, un tiers. C'est un tiers, c'est individual performance. Donc là, il est très très fort. Okay. Et puis ensuite, dans les évaluations, on demande quand même la contribution sur les deux autres piliers, qui sont un tiers et un tiers. A-t-il ou a-t-elle aidé les autres? A-t-elle participé à des équipes, à des V-teams, des virtual teams, des projets transverses? S'est-il appuyé sur les autres? A-t-il ou a-t-elle appris des autres? Et là, c'était moins fort. Eh bien, on a eu le courage managérial, et je pense que c'est bien, de réduire son bonus. Parce que sur les deux autres critères qui fait un tiers, il n'était pas à la hauteur des attentes au regard de sa seniorité, au regard de son grade, sachant que tout ça, c'est très officiel et c'est communiqué. Alors, donc, courage managérial. Courage managérial, ça veut dire expliquer, donner du feedback, expliquer pourquoi on attend plus de ce collaborateur et qu'il n'y a pas juste les ventes qui sont importantes. Est-ce que cette personne est restée dans votre entreprise? Cette personne est restée et très rapidement, au bout de 6 mois, et c'est quelqu'un d'intelligent et qui performe très bien, a travaillé les deux autres dimensions et aujourd'hui, c'est un des top performers. D'accord. Donc, elle a eu le growth mindset de se remettre en question, l'humilité adéquate pour se dire j'ai des choses à transformer pour devenir meilleur et atteindre mes objectifs. Exactement. Et je pense que la personne qui ne réagit pas bien à un feedback ne démontre pas qu'elle a le bon état d'esprit. Bien sûr. C'est une limite. Bien sûr. Il faut savoir prendre des feedbacks. Ne pas donner des feedbacks à un collaborateur, c'est beaucoup plus facile. Tu achètes la paix. Oui, comme disent les Anglais, feedback is a gift. Ouais. Tu achètes la paix, c'est facile. Tout le monde est médium, bien sûr. Tranquille. Bien sûr. Tu fais pas grandir. Et je pense que le rôle d'un manager, c'est de faire grandir ses équipes, ses collaborateurs. Et pour ça, il faut être exigeant et bienveillant. Et le feedback, avec bienveillance, permet de faire grandir. Chez nous, c'est dans la culture, c'est dans le mindset, c'est extrêmement important, quoi. Donc maintenant, Jean-Marie, qu'on en sait un peu plus sur la culture de Microsoft, c'est quand même hyper exigeant pour les collaborateurs. Est-ce qu'il n'y a pas quelquefois une forme d'usure pour certains collaborateurs et quid de la vie perso parce que tout ce que tu racontes est hyper intéressant et au service de la performance de l'entreprise. Mais l'humain dans tout ça, la vie perso, est-ce qu'on a le droit d'avoir une vie perso? Comment ça marche? C'est un très bon point. Je suis assez persuadé que, premièrement, si on n'est pas... C'est notre rôle en tant que dirigeant, de manager, de faire grandir nos collaborateurs, comme je te disais. Et pour ce faire, il faut être exigeant, avec bienveillance. Et on a une valeur aussi, c'est de faire attention à nos collaborateurs. Donc, en termes de charge de travail, le rythme est raisonnable chez Microsoft au sens des horaires. L'intensité est forte. C'est-à-dire que dans une journée de travail, l'intensité est très forte. C'est-à-dire qu'on demande beaucoup, et on le sait, mais on fait attention à ce qu'il y ait un bon équilibre pro-perso et c'est monitoré. Après, moi, ma conviction personnelle, c'est que pour être bien dans sa vie, que ce soit au travail et bien performer et à titre personnel, il faut avoir un bon équilibre et il est important d'investir son temps dans des passions ou des activités qui ne sont pas professionnelles. Donc moi, je te parlais du triathlon. Donc déjà, quand tu t'entraînes, tu fais natation, vélo et course, ça prend pas mal d'heures. Tu m'étonnes. Mais ce n'est pas par hasard non plus. C'est que si je vais rouler 3 heures un dimanche matin avec mes voisins et amis, on va être chevreuse. 1, c'est hyper agréable. 2, tu es en bonne santé. Ça te lave bien la tête aussi. Et j'ai sans doute besoin de cette parenthèse, cet oxygène pour être bien au travail le lundi. D'accord. Donc,
avoir une activité à côté, ou que ce soit du piano le soir, etc. Et me semble très important. Tous les collaborateurs que j'ai vus en difficulté d'un point de vue surcharge de travail, voire baisse de motivation ou burn-out, c'est les gens qui avaient sous-estimé, je pense, l'importance d'équilibrer leur vie et d'investir dans leur développement perso via des activités qui ne sont pas professionnelles. Je peux te donner 2 exemples. J'avais vu un professeur de la London Business School dans le cadre d'un MBA interne chez Thales, l'Executive Management Programme. Premier jour, premier cours, méditation. Mindfulness. Alors, je sais que tu as été en Inde, on en a parlé. Moi, j'avais découvert ça, j'avais fait du yoga aussi avant. Et premier cours, non. Si vous voulez bien performer et si vous voulez développer votre écoute, votre empathie, la méditation, le mindfulness va vous aider. Essayez, pratiquez. Moi, j'en fais régulièrement. D'accord. Parce que ça te permet de te recentrer, ça permet de se poser. Voilà, c'était un premier exemple. Deuxième exemple, un échange avec un coach qui disait « Vous êtes comme les dirigeants sont finalement c'est comme un peu une Formule 1, ça doit tourner vite sur un circuit. Toute Formule 1, à un moment, ça s'arrête au stop. Hein. Oui. Tu as le pit stop. Oui. Si tu t'arrêtes pas, tu finis pas la course. Tout à fait, oui. Si on fait pas d'arrêt pour recharger les batteries, remettre de l'essence, changer les pneus, ça c'est les vacances, c'est la famille, c'est le sport, c'est la gastronomie, c'est tout ce qu'on veut. On tiendra pas le circuit et la course. Donc il faut savoir gérer son temps. Sinon, effectivement, la charge de travail et la charge mentale peut être trop forte. Et une dernière question sur la culture de Microsoft. Donc le pro et le perso sont intimement liés. Et est-ce que vous êtes aujourd'hui aidé? Est-ce que vous avez par exemple des coachs ou des mentors qui vont accompagner certains dirigeants pour justement les aider à mieux gérer la performance, l'équilibre pro-perso, le management, etc. Alors on a 2 choses. Au quotidien, chaque manager, comme je te disais, a dans sa feuille de route l'obligation, dans sa lettre de mission, de veiller à développer ses collaborateurs, à les aider à se former et aussi à prendre soin d'eux au sens épanouissement. En plus, au niveau RH, mondialement chez Microsoft, il y a du coaching qui est mis en place. C'est sur base de volontariat, c'est-à-dire que chaque Microsoftie peut demander, s'il le souhaite, à avoir un coach et à avoir un échange. Et puis après, il y a des programmes de leadership. Moi, je bénéficie d'un coach américain pour travailler sur son plan de développement, pour travailler sur sa trajectoire, pour bien comprendre aussi les attentes. Et tu as des pairs au sein de l'entreprise que tu peux choisir, avec lesquels tu peux échanger. Donc ça, c'est ce qu'on a, nous, en interne. Et puis après, à titre personnel, moi, je suis mentor aussi, mais pas au sein de Microsoft. Je suis mentor de collaborateurs d'autres entreprises des Hauts-de-Seine où on échange avec des entreprises comme Accor, TF1, Pierre et Vacances, etc. Et on fait du cross-mentoring parce que comme ça, il n'y a aucun lien hiérarchique et ça permet de découvrir aussi des nouvelles façons de travailler dans d'autres entreprises. C'est aussi bien pour le mentor que pour le menti, c'est très enrichissant. Bien sûr, bien sûr. Donc aujourd'hui, après 2 ans dans ton poste et avec cette culture d'entreprise de Microsoft, tu as l'air très épanoui, très heureux. Tu bosses, c'est ton métier, tu es censé atteindre de la performance, mais tu as trouvé une culture qui visiblement est très adaptée à qui tu es et ton mindset. Donc, exactement. Ok. Je pense, tu vas arriver 50 ans, c'est important d'être en cohérence avec la culture et l'exigence et les valeurs d'une entreprise. Quand on passe 10-12 heures par jour maximum dans une entreprise, si on ne partage pas ces valeurs, je pense qu'au bout d'un moment, au quotidien, ça devient pesant. Bien sûr. Et c'est quand même très dommage de voir parfois les motivations de collaborateurs s'éroder avec le temps parce qu'il y a trop de lourdeur. Bien sûr. Et moi, aujourd'hui, mais je l'avais vécu dans le consulting auparavant aussi, et j'en suis ravi pour le moment, c'est que je ne me pose pas la question le lundi matin de dire « je vais retourner au boulot ». Je suis content. C'est-à-dire que c'est un bon moment. Je pense que quand ça commence à devenir une contrainte, quand on dit « il va falloir reprendre »,
quand même qu'il y a un problème. C'est difficile de performer. Donc, c'est ça qui est important aussi. C'est à nous de créer, en tant que dirigeants, le bon cadre de travail et un cadre, je pense, de confiance où les gens peuvent bien performer en étant épanouis. Et ça, ça demande aussi, c'est compliqué. De faire attention. Ouais. C'est le rôle d'un leader et d'un manager. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire, pour finir sur Microsoft, est-ce qu'on pourrait dire que la culture de Microsoft permet un engagement maximal des collaborateurs et donc une meilleure performance de l'entreprise? Je pense, ouais. En tout cas, on y veille. C'est-à-dire que cette culture et ces valeurs, je pense, poussent à la performance. Et on le fait, nous, en tant que manager. Associé à ça, il y a toute cette culture de prendre soin des collaborateurs, d'y faire attention. On sait aujourd'hui que une des plus grandes raisons de rejoindre Microsoft et d'y rester, par rapport aux autres GAFAM, c'est la culture. Dans 80% des interviews, j'en ai parlé avec les DRH France, c'est la culture de la boîte et les valeurs de la boîte qui font que le collaborateur a plaisir et reste. En plus de la diversité des métiers, l'offre technologique, ok. Donc, c'est quand même très important. Aujourd'hui, on est sur des métiers en tension où il y a quand même une guerre des talents. Moi, je suis fier d'être dans une boîte où, je pense que les gens sont quand même épanouis et adhèrent à cette culture et s'y sentent bien, quoi. Super, hyper intéressant. Quelques mots à propos de la culture de Thales, dans laquelle tu es resté assez longtemps, donc boîte très différente. Comment est-ce que tu pourrais expliquer un peu cette culture, les points marquants, les piliers culturels et surtout des exemples concrets? Thales, une boîte extraordinaire. J'ai eu la chance de travailler avec des grands dirigeants vraiment... Je pense, j'ai jamais vu autant de maîtrise technologique et d'expertise technologique que chez Thales. Quand on dit c'est un fleuron français technologique, je tire mon chapeau, c'est bluffant. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de jeu technique extrêmement élevé. Donc, comme on disait, si tu es ouvert et que tu souhaites apprendre, tu peux apprendre énormément. Premier point. Deuxièmement, c'est aussi assez exemplaire sur la façon dont on peut piloter, enfin, comment Thales sait piloter l'atteinte de ses engagements, de ses résultats, et en termes de gestion opérationnelle et d'excellence opérationnelle et financière de gestion d'une boîte, c'est exemplaire. C'est-à-dire qu'il y a une maîtrise industrielle de l'outil qui est dingue. Donc, j'ai beaucoup appris là-dessus. J'en garde un excellent souvenir. C'est vraiment une boîte très forte en gestion de la performance, en respect de ses engagements et en expertise technologique, quoi. Ce que je n'entends pas, c'est le côté humain, c'est le côté empathie, c'est le côté... Et c'est pas grave, chaque boîte a une culture différente, mais donc on est bien sur une boîte plutôt pilotée par des ingénieurs brillants qui vont aller chercher l'excellence au service de la performance. Et est-ce que ça peut rogner côté humain? C'est une question peut-être un peu dure, mais... C'est pas que ça rogne, mais on va dire qu'il y a des valeurs. Et c'est une boîte, par exemple, qui a un taux de churn, donc de départ, qui est très faible, c'est autour des 2-3%. Donc il y a une vraie fidélité des Thalésiens à l'entreprise. Et on peut faire sa carrière dans les différents métiers de Thales. Il y a 5-6 métiers différents. Il y a des valeurs fortes. Je pense que la différence avec Microsoft, c'est peut-être... Microsoft appuie plus fort, vraiment, sur ce gros mindset, appuie plus fort sur l'empathie et sur l'écoute. D'accord. Et Thales est plus drivé par la technologie. D'accord. Et au final, on a des résultats d'entreprise qui sont bons dans les deux cas. Ouais. Donc ça veut dire que, comme on aime bien dire chez Mindhunters, on a tous un don, on est tous un talent, et ce talent, avec son mindset, peut être plus ou moins adapté à une culture d'entreprise différente. Exactement. Donc l'idée pour être épanoui, c'est de bien trouver sa culture d'entreprise qui correspond à son mindset. Est-ce qu'il y a un sujet... on va dire, qui te tient à cœur, qui pourrait illustrer un petit peu ce dont on vient de parler dans tes passions, par exemple, que sont la cuisine, la gastronomie ou des choses comme ça, qui permettent un petit peu on va dire, de fusionner qui tu es, toi personnellement, et tes aspirations professionnelles, et où est-ce que tu vas aller chercher de l'inspiration pour être un meilleur leader? Écoute, peut-être un des fils conducteurs, que ce soit d'un point de vue professionnel ou sur les aspects personnels, c'est
moi, je me retrouve, en tout cas, à titre personnel, dans la résilience dans l'effort. Ok. Ou la résilience dans mes passions ou dans ma volonté d'apprendre. C'est-à-dire, j'aime travailler, apprendre, me remettre à l'ouvrage. Tu vois, c'est en permanence se remettre à l'ouvrage. Je te donne des exemples. Quand, pour apprendre à nager 2 km ou 1,8 km au triathlon, il faut faire pas mal de cours de natation. Tu m'étonnes. Dans le froid, dans la piscine, où tu regardes le carrelage au fond et répéter le geste, le juste geste. Et moi, ça me plaît. Répéter, améliorer, etc. Le piano, là, je travaille sur du Chopin. J'ai une professeure qui est géniale. C'est compliqué techniquement en termes de virtuosité. Retravailler régulièrement. Si tu ne travailles pas tous les soirs, ne serait-ce qu'un quart d'heure, le nocturne de Chopin, tu ne l'as pas dans les doigts, comme on dit. C'est pareil. Ce n'est pas une contrainte pour moi. C'est un plaisir. Parce qu'en fait, je me rends compte que la répétition, le travail, l'effort te permet d'atteindre un bon niveau de performance, que ce soit en natation, que ce soit au piano, mais ce sera pareil dans ton travail, ce sera pareil dans la relation avec tes clients. Et donc, c'est peut-être un des fils rouges, moi, qui me guide, se remettre à l'ouvrage en permanence. Et ce serait un peu dommage d'arrêter de travailler sur soi-même pour arrêter de progresser. Je veux pas m'endormir, on va dire. D'accord, donc si je reformule, c'est quand tu touches à quelque chose, tu as cette résilience, cette ténacité, persévérance, ouais. À savoir qu'il faut bosser, ouais. Que le moment précis n'est peut-être pas toujours hyper agréable parce qu'il peut être répétitif et dur, mais qui va te permettre dans le futur d'arriver à quelque chose, ouais. Dans lequel tu seras fier et tu seras finalement jamais arrivé parce que tu auras toujours envie, ouais. de performer encore plus. Ouais, c'est ça. Que ce soit pour tes plaisirs, pour tes loisirs ou dans ta vie professionnelle. C'est ça le growth mindset, finalement. En tout cas, c'est comme ça que je le vis, moi. Ouais. D'accord. Mais je dirais même, j'en suis arrivé à un moment où en fait, ce n'est pas pénible de faire l'effort. Non. Et on revient à ce qu'on se disait en introduction, c'est la façon dont tu vois la vie avec ton filtre photo, ouais. Qui est ouvert. Ouais. Et c'est ta façon de fonctionner. Alors, j'aurais une dernière question pour conclure. Est-ce que tu as un conseil, un point de vue à partager avec ceux qui nous écoutent, qui sont des dirigeants, des entrepreneurs, des patrons de boîtes, que tu as envie de partager avec eux pour conclure ? Je pense rien de révolutionnaire, mais si j'avais un point que j'aimerais partager, c'est de dire, je pense dans le recrutement, dans le développement des collaborateurs, vraiment garder en tête qu'il est tout aussi important d'avoir le bon mindset, si ce n'est plus important d'avoir le bon mindset, la bonne culture, le bon état d'esprit, que les compétences techniques sur le métier. C'est-à-dire que dans l'évaluation des gens, dans le temps qu'on va donner aux gens pour les faire grandir, pour les développer, je privilégie toujours, et c'est depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, celui ou celle qui a la bonne mentalité, qui a envie d'apprendre, qui est un team player, qui est humble, qui demande de l'aide, plutôt que le gourou technique qui croit tout savoir, qui n'est pas ouvert au feedback ou à la recommandation ou à apprendre ou à se faire challenger. Je ne suis pas pour perdre du temps et perdre de l'énergie qu'on pourrait donner à des gens qui ont le bon mindset. Je préfère donner mon temps et mon énergie à ceux qui sont avides de se développer qu'à ceux qui sont trop ancrés dans un fixed mindset. Et ça doit diriger la façon dont on construit une équipe, dont on construit une culture d'entreprise, parce que ça va se traduire au quotidien par une ambiance de travail qui sera beaucoup plus positive. Et je pense que ce soit quand on crée une boîte ou quand on développe une activité ou quand on dirige une entreprise ou un département, je garderai ça en tête. Moi, ça m'a guidé depuis plus de 10 ans maintenant et je ne reviendrai pas dessus. Très bien. Merci beaucoup Jean-Marie pour ce moment très privilégié passé avec toi sur notre podcast vidéo Mindset. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, sachez que vous pourrez répondre ou discuter avec Jean-Marie sur les différentes plateformes et canaux digitaux pour pouvoir continuer la conversation avec Jean-Marie. C'était Jean-Marie Le Thor, le patron de la cybersécurité de Microsoft France, sur notre podcast vidéo Mindset par Mindhunters et Pause B Film.